été trop longue comme d'habitude, mais moi je vais essayer de raccourcir. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents ce matin pour cette deuxième journée du forum. Alors, c'est une thématique toute la matinée autour des questions liées à l'agriculture. Et ça fait suite pour ceux qui avaient la chance d'être avec nous l'an dernier de l'exposé extrêmement brillant de M. Xavier Poux, qui nous avait présenté ses réflexions globales sur un modèle agricole résilient, basé sur la biodiversité, sur l'agroécologie et l'agriculture biologique, qui permettait tout bonnement, sa démonstration était claire, que tout le monde puisse avoir une alimentation de qualité et puis surtout sauvegarder les communs comme l'eau et améliorer les milieux. Donc je pense que dans la lignée de cette présentation, on a essayé de faire un zoom sur le secteur qui nous concerne pleinement, à BNM en couture, mais c'est le bassin de l'eau et de la couture. Donc on va essayer de faire alors c'est un travail à plusieurs voies. Moi, soyez rassurés, moi je participe pratiquement en rien là-dedans, je passe les plats. Comme ça vous êtes rassurés tout de suite. On a la chance d'avoir des acteurs du territoire et des territoires charentais qui vont pouvoir témoigner de leurs expériences et des possibilités de mise en place, de pratiques vertueuses. On va avoir une réflexion aussi globale sur ce secteur de l'homme et de la couture, de ce qu'on pourrait mettre en place et pourquoi ces réflexions peuvent avancer relativement vite. Et bien sûr, travailler la question des filières, parce que travailler d'une façon vertueuse, produire des produits de qualité, derrière, il faut pouvoir les écouler et les rendre disponibles à un maximum de personnes. Donc, je vais passer maintenant très vite la parole à Baptiste Brigaud, qui a préparé la trame avec Anne Morwen, qui vient enfin d'arriver, notre amie et collaboratrice depuis le début de nos travaux à BNM, qui fait tout le travail de déminage hydrogéologique, scientifique et qui nous est indispensable pour comprendre un peu le mécanisme du milieu qui est très complexe. Donc je vais terminer sur une chose, c'est qu'effectivement nous on a un focus sur le milieu autour de BNM, c'est le premier item de notre document, mais il est très clair que quand on parle du milieu, on ne se limite pas au milieu purement humide, la rivière, le lit majeur. Le milieu, c'est aussi l'ensemble du territoire, et le seul acteur économique du territoire de l'homme couture, c'est l'agriculture. Et le modèle en place actuellement ne va pas du tout dans le bon sens, il participe à la dégradation du milieu, donc il faut absolument mettre en place autre chose. Donc, vous voyez le défilé de la matinée, ça va être copieux. Il y aura une pause après la première heure d'intervention. Baptiste Brigaud va commencer, il se présentera directement. Je n'aime pas présenter les gens parce que ça fait un peu pompeux. Je pense qu'il est assez grand pour se qualifier et expliquer son parcours. Après, vous aurez une deuxième partie. Anne, elle fera le boulot. Elle me dit oui, enfin elle hoche la tête, alors je ne sais pas si c'est oui ou non, mais elle hoche la tête, donc bon. Et puis après, on aura effectivement des témoignages, et on les remercie, à la fois Éric Germont, éleveur, alors pas du tout dans le secteur de l'homme couture, mais dans un lit majeur d'une petite rivière affluente de la Vienne, donc qui pourra témoigner des possibilités de remise d'élevage ou de développement d'élevage dans ces zones-là. Et on a la chance d'avoir avec nous à BNM Laurent Rousseau, qui lui non plus n'est pas exactement sur le bassin de l'homme couture, mais juste à côté. Il est vraiment en tête de bassin du Bief, une petite rivière, ouais, t'es peut-être sur les deux d'ailleurs, hein, t'as peut-être des parcelles, je m'excuse, mais donc qui pourra expliquer aussi ses pratiques dans une autre, lui il est plutôt sur une filière grande culture. Voilà, j'ai fini mon chapeau, je passe la parole à Baptiste, et puis bonne matinée. Bonjour à tous, merci Patrick pour cette introduction. Pour faire simple et tout je parle,
D'abord, d'où je pars. Ma première casquette, là, aujourd'hui, c'est celle de paysan, de maraîcher, sur le bassin versant de l'Aume-Couture. Je suis en plein cœur du projet de méga bassines. Donc il y a deux bassines qui potentiellement pourraient jouxter nos parcelles. Voilà, donc on est directement concerné par ce projet-là. Historiquement, mon père était même partie prenante de ce projet-là à son insu. Donc il a fallu détricoter tout ça par le passé et se positionner comme étant contre et expliquer pourquoi. Donc on a la chance d'appartenir à l'association syndicale autorisée des irrigants de l'Aume-Couture et être dissident de cette même association. Donc voilà, on a une posture déjà un peu particulière. La deuxième casquette que j'ai aujourd'hui, elle prend de plus en plus de place dans ma vie et j'y tiens. Et en même temps, il ne faut pas trop qu'elle mange mon temps de travail en tant que paysan, c'est celle plutôt de formateur. J'ai un diplôme d'ingénieur à la base, une formation d'ingénieur, et en fait je l'utilise, j'essaye de l'utiliser à bon escient pour pouvoir contribuer à des projets de territoire qui font sens. Ce que je vais vous présenter un peu aujourd'hui, c'est, je l'ai un peu recyclé de l'intervention qu'on a créée avec une école d'ingénieurs où il y a une promotion de dernière année de cycle d'ingénieur qui vient sur la ferme pendant une semaine et qui travaille pendant une semaine avec nous autour de l'agroécologie. Donc il y a pas mal de concepts que je vais vous présenter là aujourd'hui qui sont des concepts qu'on présente aux futurs ingénieurs agronomes de France de demain. Voilà, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que ce réseau que vous représentez aussi aujourd'hui m'est particulièrement cher, parce que en fait, si demain nos serres sont lacérées, si demain on se voit saboter nos installations d'irrigation, vous êtes notre premier rempart. Parce qu'on a une bonne partie de nos voisins nous regardent un peu quand même du coin de l'œil, même si pour l'instant on les tient en respect. Voilà, je ferme la parenthèse pour vous expliquer d'où je parle, et on va passer un peu plus dans le vif du sujet. Ce que j'aimerais vous présenter ce matin, c'est qu'en fait on va prendre l'échelle la plus large qui nous intéresse aujourd'hui quand on parle de résilience alimentaire, c'est celle du système alimentaire. Et en fait, on va zoomer jusqu'à arriver au système de production, jusqu'à arriver au témoignage de nous, paysans, et de la façon dont on estime avoir trouvé des solutions pour construire l'agriculture de demain. Ok, ça va jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en cours de route, je les prendrai ou je les prendrai pas, je me fais auto-gardien du temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ok, bref rappel sur le contexte d'aujourd'hui, 5 éléments, vous connaissez déjà, c'est relativement anxiogène, mais je pense que vous êtes déjà préparés à ça. Changement climatique, gros premier élément. Impact sur la diversité, sur les végétaux, des nouveaux ravageurs qui arrivent, qu'on ne sait pas maîtriser. Je suis le premier concerné, il y en a 2 en ce moment dans les serres, on ne sait pas comment les gérer. On voit des punaises et de la tuta qui arrivent en quantité impressionnante. On n'a absolument rien, ni en conventionnel ni en bio pour les gérer. Évidemment, ça exacerbe les tensions sur la gestion de leurs ressources en eau, on est là pour ça, et la fréquence des événements météo extrêmes. Quand on doit avoir affaire à des tempêtes régulières en hiver et des sécheresses à craquer le sol, on peut y rentrer la main, et bien voilà, il va falloir apprendre à travailler avec ça. Deuxième pilier, effondrement de la biodiversité, impact majeur sur la pollinisation. À titre d'exemple, 35 degrés, le pollen de la tomate est stérile. Ça ne veut pas dire qu'il est stérile définitivement, quand ça redescend en dessous, il redevient fertile. Problème sur la régulation des bioagresseurs, j'en ai parlé. La fertilité des sols, comment on fait pour gérer des sols dont les taux de matière organique sont quasiment nuls, sachant que le taux de matière organique c'est quand même la base de la vie dans les sols, c'est les premières chaînes carbonées dont se nourrissent les champignons, les bactéries, et puis à la fin les vers de terre. Vulnérabilité des espèces cultivées, donc ça va de pair, hein. Quand un sol n'est pas en forme, les espèces cultivées, la première capacité de résistance et de défense des végétaux, ça reste quand même la nutrition, c'est un peu comme nous. Si on mange mal et qu'on dort mal, on finit par tomber malade. Troisième gros pilier, la dégradation et l'artificialisation des sols, donc, diminution des terres fertiles.
l'érosion des sols, qui est quand même globalement 10 fois supérieure à la vitesse de formation des sols aujourd'hui. Quand on parle de diminution de terres fertiles, géographiquement, les villes, si elles sont installées, installées dans ces endroits précis, c'est qu'il y avait une bonne raison, c'est que généralement tout autour, il y avait des terres particulièrement fertiles, avec les fameuses ceintures maraîchères, donc les premiers sols à se voir artificialisés sont ceux qui sont les plus fertiles. Et taux de matière organique de plus en plus faible, à force de travailler à base d'engrais de synthèse et de travailler le sol, et on finit tout simplement par oxyder et brûler cette matière organique sans forcément la renouveler. Pour la renouveler, il n'y a pas mille et une façons, c'est simplement des apports de carbone sous toutes ses formes. Ça peut être du foin de la prairie, de la luzerne, du fumier réapporté, de la paille, du bois, du compost de broyade de déchets verts et sous une plateforme de compostage en Charente. Voilà. Il y a plein de sources différentes. Et enfin, l'épuisement des ressources énergétiques et minières. On a quand même une agriculture qui dépend énormément aux ressources non renouvelables. On sait qu'il y a un déclin du pétrole à court terme. On a passé le pic pétrolier de pétrole conventionnel et non conventionnel en 2021. Donc voilà, on sait globalement qu'on a la moitié du pétrole a déjà été consommé et que la consommation continue à s'accélérer. Donc voilà, tout ça, ça forcément amène à remettre un peu en question les modes de production. Et enfin, dernier pilier, l'instabilité globale, économique et politique. On est toujours sans gouvernement, on voit bien que globalement, on ne sait pas qui est à la tête du navire. On sait qu'il y a plusieurs bulles économiques qui sont présentes, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elles vont éclater. Vu que c'est mondialisé, il suffit que ça explose en Chine ou aux USA, et ça peut retomber dessus également. Et pour finir, les premiers impactés, c'est forcément les plus démunis, et pour une raison structurelle, les agriculteurs, parce qu'on est au carrefour de tous ces enjeux de société. On est dépendant aujourd'hui quand même du pétrole, on est dépendant de filières amont et de filières aval. Et donc celles-ci, si on n'arrive pas à les repenser, si on n'arrive pas à les restructurer pour redonner de la résilience, bon, on va complètement dormir, quoi. J'ai lâché le terme, la résilience alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Donc là, vous avez la définition. La résilience des systèmes alimentaires, ou résilience alimentaire, peut se définir comme la capacité d'un système alimentaire et de ses éléments constitutifs à garantir la sécurité alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations variées et non prévues. La particularité de la résilience, c'est que c'est très très dur de l'évaluer à l'instant T. On l'évalue toujours a posteriori. En fait, on ne sait pas si à l'instant T, on sait dire si un système résilient ou pas. C'est toujours une fois qu'on a pris une claque ou deux on sait s'il est capable de s'en remettre. Donc c'est un système qui est par nature, enfin c'est une définition qui est par nature dynamique. Voilà, là un schéma que j'aime bien parce que ça peut s'appliquer à énormément de cas, que ce soit en sociologie, que ce soit en santé avec une pandémie mondiale par exemple, ou encore après un événement climatique extrême. On retrouve des grandes notions sur lesquelles, sans s'en rendre compte, Laurent, Eric et moi, on travaille sur nos fermes, sur notre capacité à pouvoir encaisser les chocs et à pouvoir recouvrer une capacité à continuer notre système, à faire en sorte de produire durablement. Cette capacité à résister, comment on fait pour faire en sorte que malgré le choc, on puisse continuer à faire notre travail, la capacité à absorber le choc vertical, la capacité à recouvrer, donc en combien de temps après le choc on est capable de remettre en route notre système en routine, et puis notre capacité à évoluer et comment on apprend en fait de ces problématiques-là et des claques qu'on peut prendre tous les ans. Donc effectivement, plus tout ça est travaillé et solide, plus notre sécurité alimentaire à tous est assurée. Mais ça, ça peut s'appliquer à quasiment toutes les fermes de Charente. Et de Navarre d'ailleurs. Ok, autre concept clé, donc sécurité alimentaire d'un territoire. Elle est assurée lorsque tous ses habitants ont à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive. Alors j'insiste un peu quand même sur le saine et nutritive. C'est quand même globalement ce qui nous manque, avec des statistiques aujourd'hui où il y a seulement 5 à 6% de la surface qui est en agriculture biologique en Charente, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
Alors voilà, je vais m'attarder un petit peu sur ce schéma-là. Ça, c'est en gros, très simplement, comment on peut résumer ce qu'est un système alimentaire. On part de tout en haut à gauche avec les intrants agricoles. Donc en fait, ça va être toutes les entreprises qui sont capables de fournir les semences, les fabricants d'engrais, de pesticides aujourd'hui, de machines agricoles, les distributeurs, les concessionnaires, les fournisseurs d'énergie et les coopératives qui sont capables de faire des apports d'intrants. Et on va aller jusqu'aux déchets. On va aller jusqu'aux déchets. En fait, l'idée, et là, il commence à le voir apparaître, c'est comment réussir à boucler en fait, cette économie-là. Comment on fait pour rendre tous ces flux de matière circulaires. Qu'évidemment, on va passer par la production, la transformation, la distribution, la consommation, et à la fin, la valorisation de ces déchets-là. Donc c'est quelque chose de très complet. Là-dedans, le concept qui va avec et qui est intéressant de travailler, c'est la notion de filière. Parce que, en fait, là-dedans, il y a une multitude de filières différentes, que ce soit laitières, alimentaires de manière générale, mais c'est aussi des filières énergétiques, c'est aussi des filières de matériel, d'acier, c'est des filières de gestion des déchets. En fait, quand on se met à la place d'une plateforme de compostage, leurs matières premières et leurs intrants à eux, en fait, c'est les déchets des collectivités après élagage ou après broyage. Donc voilà, cette notion de filière, elle est importante. Et évidemment, c'est chaperonné par la politique foncière et agricole, qui aujourd'hui est largement trop représentée par l'Europe, parce que du coup on n'a pas la main dessus et il y a une inertie telle que du coup l'impact sur les territoires, on ne peut pas appréhender, on ne peut pas mettre la main aujourd'hui sur cette politique foncière et agricole. Mais on va voir qu'il y a des leviers, on va voir que c'est quand même assez intéressant de la reconsidérer et de l'intégrer dans notre réflexion sur le système alimentaire. Ce schéma, je rends à César ce qui est à César, c'est quand même les greniers d'abondance qui ont travaillé dessus. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une structure qui est une association qui regroupe un peu plus de 150 acteurs. Dans ces 150 acteurs, on retrouve, ils auraient derrière sa place ici aujourd'hui, on retrouve des agriculteurs, on retrouve des chercheurs, on retrouve carrément des unités de recherche entières, on retrouve des collectivités, on retrouve des indépendants, c'est quelque chose qui est très organique. Donc on a à la fois du savoir académique, froid et costaud, et en même temps du savoir produit sur le terrain, ce qu'on appelle le savoir chaud, qui est issu des acteurs de filière et de collectivités. Donc c'est un travail qui est hyper intéressant parce que c'est d'une solidité à la fois scientifique et aussi concrète qui est à toute épreuve. On juge à toute épreuve aussi aujourd'hui. Voilà, donc je leur rends quand même leur travail, évidemment, il faut les citer. Très rapidement, ce qu'on appelle le cadre conceptuel du système alimentaire. C'est en gros, quels sont les critères qui permettent de définir un système alimentaire et sa résilience, grosso modo. On va retrouver cinq éléments majeurs. Le fait qu'il y ait de la diversité à tous les échelons, à tous les niveaux. Si on reprend le cercle qu'il y avait précédemment, le fait que cette notion de diversité qui soit hyper importante. L'autonomie du territoire. Donc on distingue vraiment bien l'autonomie de l'autarcie. L'autonomie, c'est notre capacité à pouvoir s'autosuffire, mais par contre on est connecté, on est en réseau, on reste quand même à portée de coups de main si jamais nous on va pas bien ou si jamais le voisin ne va pas bien. La modularité et la connectivité du système alimentaire. Donc autrement dit, c'est la façon dont les unités, donc les jardins, les fermes, les communautés, les intercommunautés, les régions, même si elles sont autonomes, peuvent se soutenir mutuellement. Donc du coup, c'est une question de cohésion entre les acteurs. D'ailleurs, c'est le 5e élément, la cohésion des acteurs. Enfin, la redondance. Ça, c'est un principe qu'on retrouve même en permaculture, le fait qu'il y ait la même fonction qui soit assurée par plusieurs éléments indépendants du système. Et enfin, la cohésion des acteurs. Donc ça, c'est ce qui facilite vraiment la solidarité, c'est ce qui favorise l'implication collective et les prises de décision, la flexibilité des interactions. Et donc, du coup, le développement d'alternatives, ce qu'on est en train de faire un peu, en fait, depuis quelques années déjà. Ok, donc vous allez me dire comment on fait du coup pour remettre de la résilience dans nos systèmes alimentaires aujourd'hui. Les greniers d'abondance ont travaillé déjà depuis leur création, donc 2019, à 11 voies de résilience. Alors là, on les voit peut-être pas très bien, je les ai sur le slide d'après, mais c'est moins sexy. On va rester là-dessus.
Globalement, ces 11 voies de résilience, c'est... Dans chacune des voies, on pourrait imaginer assez facilement des projets de territoire qui soient d'ampleur pour pouvoir les embarquer. Mais on verra que ce qui est intéressant, c'est quand même de pouvoir réfléchir au global et de se dire qu'il faudrait un projet de territoire qui soit capable d'embarquer ces 11 voies de résilience. La première voie, augmenter la population agricole. La deuxième, préserver les terres agricoles. La troisième, favoriser l'autonomie technique et énergétique des fermes. On le voit très peu se développer, mais en fait, on a quand même des oléoprotéagineux qui sont capables de faire du biocarburant à l'échelle des fermes. On peut très facilement imaginer une autonomisation des fermes en allouant 10, 15, 20% de la surface à de la production de biocarburant. On peut imaginer des CUMA qui se mettent en route pour mutualiser du matériel à cette vocation-là. Le quatrième, diversifier des variétés cultivées et développer l'autonomie en semences. En fonction des filières, alors que ce soit semences animales ou végétales, hein, c'est les deux, mais le fait de pouvoir relocaliser cette production-là, si je prends l'exemple du maraîchage, en Charente, aujourd'hui, il suffirait de deux pépiniéristes, alors à taille quand même importante, ça couvrirait largement tous les besoins des maraîchers professionnels de Charente. Je connais moins bien la problématique sur les gestions des élevages et comment faire en sorte de renouveler sa semence, mais globalement, on sait que plus il y a d'éleveurs, plus la diversité génétique est quand même intéressante, et plus elle peut être bigarrée et s'adapter à son territoire. Je parle sous contrôle d'Eric, évidemment, qui se fera une joie de me corriger tout à l'heure. Voilà, les filières grande culture également, toute la semence des coopératives qui sont organisées, évidemment, on pense aux fermes de Chassagne. Eh bien, quand on a des outils de production qui peuvent brasser plusieurs centaines de tonnes, on est aussi capable de pouvoir faire des lots très identifiés où les semences sont quand même sélectionnées. Bon. Adopter une gestion intégrée de la ressource en eau. Alors, ça c'est un terme qui est quand même qui mérite d'être défini. Qu'est-ce que c'est que l'intégration dans une bonne gestion? C'est tout simplement de réussir à penser des projets qui gèrent l'eau de manière complètement intégrée dans le cercle social et dans l'écologie du territoire. Et ça, c'est une notion qu'on va retrouver tout au long de la matinée, la capacité à penser la gouvernance d'un projet de territoire, elle est capitale. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait d'ailleurs, à notre avantage, c'est ce qui fait le plus gros défaut des projets des méga-bassines. C'est qu'en fait, c'est porté par la Chambre d'agriculture et l'association syndicale autorisée, mais c'est tout. Ça n'a absolument pas pris en compte tout le reste du cercle social. Et en fait, c'est pour ça qu'on est là, c'est lié au... Je crois que vous avez oublié à peu près 99% de la population. Donc gestion intégrée de la ressource en eau, ça veut dire intégrer dans son territoire, globalement. Évoluer vers une agriculture nourricière, ok, bah comment on fait pour certes faire de l'agriculture, mais comment on la reconnecte à son territoire, comment on la reconnecte aux mangeurs directement. Donc ça veut dire faire ce travail de filière pour réfléchir à quels acteurs émergents on pourrait voir arriver sur le territoire qui soient capables de se réapproprier la transformation et la distribution. Transformation et distribution, hein, on peut reprendre ça. Comment on imagine des acteurs qui émergent à ces points clés pour faire en sorte de reconnecter la production à la consommation. Généraliser l'agroécologie, alors ça, je pense que je leur écrirai pour leur dire que c'est trop vague, c'est beaucoup trop flou. Parce que l'agroécologie, on la retrouve à différentes échelles, ça peut être à l'échelle de la parcelle, du système de culture, à l'échelle de toute une ferme, tout le système de production, et ça peut se retrouver à l'échelle d'un territoire. Donc oui, généraliser l'agroécologie, si on devait prendre l'axe technique, ça veut dire généraliser l'agroforesterie, diversifier les fermes, faire en sorte qu'il y ait des ateliers pluriels sur les fermes où on retrouve du maraîchage, des grandes cultures et de l'élevage, l'implantation de haies, de l'arbre beaucoup plus présent, imaginer des systèmes dans lesquels l'hydrologie régénérative a sa pleine place. Voilà, ça c'est mon interprétation, mais en gros la définition elle reste encore à faire selon leur approche. Le 8e, développer les outils locaux de stockage et de transformation. Ça tombe un peu sous le sens une fois qu'on a dit tout le précédent.
Il en existe en Charente, il y a des structures de stockage, il y a des structures de transformation, mais elles sont à l'échelle pour l'instant quasiment artisanale. En tout cas, je parle de la filière biologique. Simplifier et raccourcir la logistique et l'achat alimentaire. Moi, ça c'est sous le... C'est quand même d'une évidence forte, dans le sens où plus on va enlever les acteurs et les intermédiaires, plus on va raccourcir les circuits logistiques, moins on va avoir de marge récupérée par ces intermédiaires-là, et en plus de ça, l'impact sur l'environnement grâce à une consommation de pétrole sera fortement réduit. Manger plus végétal. Alors manger plus végétal, ça c'est un débat qui est intéressant. On sait au global, et les chiffres nous l'ont prouvé, qu'il faut manger effectivement moins de viande parce que les systèmes d'élevage ont un impact négatif sur l'environnement. Mais après, la question se pose de quel système d'élevage on parle. Et j'en connais deux, il y en a deux en Charente qui sont quand même très forts aujourd'hui là-dessus. Il y a Eric, il y a la ferme écologique de Gorse, où les deux ont pu prouver que c'est des systèmes d'élevage qui sont à impact carbone neutre, voire même qu'ils stockent du carbone. Donc manger plus végétal, à nuancer. Voilà, à nuancer, en fait ça pose la question de comment on vient travailler la question des systèmes d'élevage, d'autant plus que quand on pense aux systèmes céréaliers ou encore les systèmes maraîchers qui sont quand même extrêmement gourmands en intrants du coup, carbonés et azotés, aujourd'hui, moi sans élevage, je serais incapable de faire pousser des légumes. Donc du coup, on est intrinsèquement dépendant, les systèmes de culture sont intrinsèquement dépendants des systèmes de production d'élevage. Donc, ok, le véganisme, j'entends ce débat-là, mais par contre, il va falloir le nuancer, il va falloir franchement le mesurer au regard de ce qu'on souhaite comme agriculture de demain, et si on souhaite manger davantage de légumes, modifier notre bol alimentaire pour retrouver la légumineuse et des légumes en quantité et en majorité, eh ben, ça va être obligatoirement avec des élevages accolés. Alors pourquoi pas imaginer des élevages qui soient dédiés à 100% pour générer de la fumure et faire en sorte d'avoir des prairies qui soient auto-fertiles. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit quoi. C'est pas interdire. Ouais, tout à fait, c'est juste réduire. Ouais. Mais dans une proportion quand même importante, quoi. On était à bien plus des 3/4 de surface dédiée à l'élevage. Donc voilà, ça repose cette question-là. Et ça mériterait d'être travaillé, d'être affiné et d'aller sur des chiffres. Et enfin, le dernier élément, recycler massivement les nutriments. Bon, quid de la pollution initiale de ces nutriments, s'il fallait recycler tous les effluents humains, vu tout ce qu'on mange aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit encore très sain de le réinjecter dans les champs. Il y a débat. Mais n'empêche que il y a une manne quantitative qui est vraiment impressionnante en Charente. 300 000 habitants, pour rappel, en Charente, ça équivaut à l'agglo de Nantes. Donc on n'est pas non plus sur des méga infrastructures humaines. C'est pour ça que c'est une échelle qui est intéressante, la Charente. Il y a beaucoup de choses à y faire, c'est pas quelque chose qui est compliqué à appréhender par l'esprit aujourd'hui. Et voilà, la moitié de la population, c'est le Grand Angoulême, 140 000 habitants, le reste est réparti un peu sur Grand Cognac, un tout petit peu sur Confolens, et puis après c'est diffusé dans la campagne. Donc géographiquement, conceptuellement, la Charente n'est pas compliquée à comprendre. Mais par contre, pour boucler tous ces cycles-là, il y a énormément de distance à faire. Ouais. Quelle est la surface minimale pour implanter tout ça? C'est au niveau d'une commune, une communauté de communes? La surface minimum pour implanter tout ça, en fait, elle se réfléchit justement à l'échelle du système alimentaire. Aujourd'hui, le système alimentaire majoritaire tel qu'il est en place, il est hyper mondialisé. On fait venir nos légumes de l'Almeria en Espagne, on sait qu'il y a des grosses problématiques de salinisation de la ressource, etc. On sait qu'en fait on est extrêmement dépendant de zones qui pompent très fortement sur la richesse. Donc du coup, le système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui, il est quasiment international, il est plus qu'européen. On a des sources de dépendance à l'azote qui viennent du monde entier. Donc l'intérêt, ça va être de faire réduire en fait cette échelle-là pour repenser un système de proximité qui nous permet de gagner en résilience. Et donc là, quand on prend filière par filière pour faire en sorte d'appliquer toutes ces voies résilience-là, on se rend compte que globalement, on sera bien plus résilient si les systèmes alimentaires se réduisent en termes géographiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne communique plus avec le Nord, avec la région PACA, etc. Il y a évidemment des ponts à faire et on parle bien d'autonomie et pas d'autarcie, hein, je le répète. Ouais. Et
maintenant, c'est quoi? Bah, techniquement, local, maintenant c'est un fait, c'est 150 km à la ronde, point barre. Donc ça permet de donner un outil de pensée. Mais là, si on parle des maraîchers, quand on voit la pluralité, la mosaïque des sols en Charente, des maraîchers, il peut y en avoir à peu près dans tous les bassins versants. Hein. Je dis pas de faire des vallées maraîchères à 100% et absolument tout colonisé en légumes. D'ailleurs, ce serait trop, il n'y aurait pas besoin. Mais on parle quand même de... Voilà, c'est même pas 150 km à la ronde. Enfin, du nord au sud de la Charente, on est à même pas 200 km. Donc on est sur un ensemble cohérent. C'est pour ça que le système alimentaire de proximité et échelle du département, on est assez proche, mine de rien, en termes de notions géographiques. Voilà. J'ai aucune idée du temps. Moi non plus. 10h50. Voilà, je dois être pas loin de ton... Ouais, je suis à peu près. Je vais passer. Voilà pour le cadre un peu global qu'on voulait poser. C'est important de le poser maintenant. On verra qu'en fin de matinée, on le reprendra et ça permettra de rassembler tout le puzzle. Je vais passer la main à... Tu fais attention. Okay. Je vais faire la liaison parce que Anne s'est levée tard, elle est arrivée un peu à la bourre, donc elle est à peine dans le match. On a dialogué un petit peu, mais ça y est, elle est là. Cette première présentation, Baptiste, c'est comme disent nos amis britanniques, c'est work in progress. Hein. Il y a du boulot devant, mais il y a effectivement quand même beaucoup de pistes. Et la conclusion que tu donnes, là, moi, je la trouve extrêmement intéressante, c'est qu'à l'échelle, alors bien sûr, de l'Aume Couture, mais généralement du département, il y a des vraies pistes, quoi. Alors je pense que dans les échanges et dans le débat, ça viendra dessus, il faut des décisions fortes à un moment, quoi. Il faut mettre en place des systèmes, il faut qu'il y ait une volonté politique qui se dégage et qu'il y ait les outils et le soutien financier pour que ça se mette en place, parce que ça ne peut pas se mettre non plus en place de but en blanc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut avoir une manne de production de qualité. Si derrière on n'arrive pas à mettre le business, je m'excuse sans terme péjoratif, derrière, la vente des produits qui permettent aux agriculteurs de vivre correctement, c'est compliqué. Donc je porte la parole à notre scientifique référente. Merci Patrick pour cette super présentation. Et évite de m'arracher le micro suite à ça, parce que voilà, si tu veux pas que je parle, il faut me le dire. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, moi je suis... j'aime dire que je suis géoscientifique, donc c'est-à-dire que je travaille sur les sciences de la Terre, je suis chercheuse en sciences de la Terre. Et j'essaie d'avoir une approche assez transdisciplinaire pour aborder le sujet de l'eau et du cycle de l'eau et essayer de le relier à ce qui se passe aussi avec les êtres vivants, humains et non humains. On m'a demandé d'intervenir ce matin, mais dans une matinée sur l'agriculture où il y a énormément de choses à dire, j'ai eu un peu de mal à trouver mon axe, mais donc je vais vous situer un contexte hydrogéologique du bassin de l'Aume Couture précisément. Et puis je vais en profiter pour faire des petits rappels sur des notions qu'on entend régulièrement mais qui sont parfois un peu mal utilisées. Donc ici vous avez une carte du bassin versant de la Charente. Et alors justement ce terme de bassin versant il est souvent un petit peu mal employé. Donc en fait il faut considérer que sur tout le territoire tracé pointillé, s'il était entièrement imperméable, on aurait toutes les gouttes de pluie qui tombent dedans, qui s'aggloméreraient dans les rivières, qui viendraient ruisseler, pour finir toutes jusqu'à l'estuaire de la Charente, au niveau du littoral. Et donc cette ligne, on l'appelle la ligne de partage des eaux, ou la ligne de crête. Évidemment, toutes les gouttes d'eau ne ruissellent pas, il y en a déjà il y en a une majorité qui en fait s'évapore ou est transpirée par les plantes et repart hors de notre bassin versant, ce bassin versant. Et il y en a aussi toute une partie qui s'infiltre et qui va aller rejoindre les nappes. Et là, il y a des petites subtilités. Parfois, elles s'infiltrent dans le bassin versant, elles s'écoulent hors du bassin versant de manière souterraine et elles ressortent dans un autre bassin versant. Donc on n'a pas toujours les mêmes limites entre le bassin versant topographique et le bassin hydrogéologique. Donc, on va se concentrer sur le petit bassin versant de l'Aume. J'ai oublié mon pointeur, je ne peux pas vous le montrer, mais on voit le nom de la rivière.
Mais d'abord, un contexte plus politique, on va dire. C'est un bassin, celui de la Charente en général, hein, qui est en déficit anthropique. Anthropique, ça veut dire que ce déficit d'eau, il est lié à l'activité humaine. Il est pas lié. Sur la gauche, vous avez la carte des précipitations. Vous pouvez voir que dans la région, on est plutôt... Alors, certes, on est dans le bas de l'échelle de couleur, parce qu'il y a des régions où on a des très très fortes précipitations. Donc on a une pluviométrie qui est tout à fait acceptable, entre 700 et 800 mm par an. On n'a pas de problème d'approvisionnement en eau par les précipitations dans le bassin. Et pourtant, on a les rivières qui sont régulièrement à sec, on a des états de crise sur les nappes d'eau souterraines. Et donc, comment ça se fait? Il y a deux explications à ça. Il y a déjà tout simplement qu'on prélève trop par rapport à ce que le milieu peut fournir. Et donc oui, la carte des, pardon, le terme c'est zone de répartition des eaux, ZRE. Et une zone de répartition des eaux, la définition officielle, c'est qu'elle est caractérisée par une insuffisance autre qu'exceptionnelle, donc vraiment chronique, des ressources par rapport aux besoins. Alors c'est pour ça que j'ai surligné, j'ai en gras le terme de besoin. On peut questionner ce que c'est que les besoins localement, et donc c'est par rapport à tout ce que vient de dire Baptiste. Il faut vraiment redéfinir cette notion de besoin et s'adapter à cet environnement qui est, on va le voir après, mais donc qui a une pluviométrie tout à fait acceptable, qui a des rivières, des nappes d'eau souterraine pour stocker quand même une partie de cette eau qui pleut, et qui à la base a aussi pas mal de zones humides qui permettent aussi de retenir l'eau. Et donc justement, donc la première cause de ce déficit, c'est le fait qu'on prélève trop d'eau. La deuxième, c'est le fait que le bassin versant a été fortement remembré, et que donc on a rectifié les cours d'eau. Après, j'ai zoomé, voilà. J'ai zoomé là sur le bassin vraiment de longue couture, le bassin versant de longue couture. Et vous pouvez voir qu'au niveau de l'eau ou au niveau de la couture, on a des portions des cours d'eau qui sont complètement droites. Ce qui n'arrive jamais ou presque jamais à l'état naturel. C'est vraiment qu'on a retravaillé les cours d'eau, on a fait passer les tractopelles pour vraiment les rendre très très droits, ce qui permet de bien évacuer l'eau. On a aussi enlevé toute une partie de la végétation, particulièrement les arbres, qui ralentissent le ruissellement, qui améliorent l'infiltration, qui maintiennent de l'humidité dans les sols, etc. Donc on a... quand je dis on, c'est pas nous, hein, c'est les politiques de l'après-guerre, puis qui continuent encore aujourd'hui. Donc on a décidé vraiment de se débarrasser de toute l'eau qu'on pouvait stocker, et puis en se disant, de toute façon on en a plus profondément sous les pieds, donc on peut y aller, il en restera toujours. Et aujourd'hui, du coup, on a ces problèmes que l'eau est très très vite évacuée en hiver, pour pouvoir principalement en faire beaucoup de céréales dans les champs. Et si on évacue, là on est en tête de bassin, donc si on évacue très vite en tête de bassin, on accumule très vite aussi en aval du bassin, et donc c'est comme ça qu'on accélère aussi le rythme des inondations. Et comme on s'est débarrassé en hiver de toute l'eau qui est tombée, en été, je ne sais pas comment c'était ici cet été, mais comme le printemps a été très sec, moi je suis à Poitiers, chez nous c'était la sécheresse au printemps, alors que juste à la fin du printemps, alors qu'on avait juste eu une sécheresse de 3 mois après l'hiver. Et en Sèvres-Niortaise, c'est pareil, le niveau des nappes s'est effondré. Donc ce qui montre que nos bassins versants, ils ne sont vraiment pas résilients par rapport à des petits aléas climatiques, en fait. Donc sur ces cartes, vous avez donc à gauche la carte topographique. Je suis désolée, l'échelle a été rognée par le vidéoprojecteur. On est sur un bassin qui n'a pas un énorme relief, mais qui justement qui a des fonds de vallée très marqués, on va zoomer un petit peu après dessus, qui permettent de naturellement, normalement, retenir une bonne partie de cette eau. Sur la carte à gauche, c'est une carte hydrogéologique, c'est la carte des roches qui peuvent contenir des nappes d'eau sous nos pieds. donc dans la région, il y a
3 nappes empilées les unes sur les autres. Comme les 2 profondes sont quand même assez profondes, elles sont économiquement pas très viables parce qu'un forage ça coûte cher et les pompes aussi. Et donc vous avez principalement une nappe sur l'ensemble du bassin versant qu'on appelle celle du Jurassique supérieur et qui est pas non plus le meilleur réservoir pour stocker de l'eau. Je ne vais pas vous le cacher. On est sur du calcaire assez massif, fracturé, un petit peu dissous, assez altéré, mais sur 2-3 maximum dizaines de mètres. Donc il n'y a pas des quantités faramineuses stockables, mais il y a quand même cette chance d'avoir ces nappes d'eau sous les pieds. Donc ça c'est pour la partie angle-ciel, et je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans les fonds de vallée des rivières, il y a une partie bleue plus foncée, et là on est sur ce qu'on appelle des alluvions. Alors ça peut varier d'argile jusqu'à du gravier, et ça forme, les aquifères alluviaux forment une réserve qui est très importante, non seulement pour stocker de l'eau, mais aussi pour retenir toute l'eau qui est en amont. Et donc si on assèche les aquifères alluviaux, au centre de la vallée, c'est tout en périphérie sur la tête de bassin que ça va se sentir. Et donc c'est pour ça que dans les PCBAC, dans les propositions citoyennes pour le bassin de l'Aume et de la Couture, on a proposé de sanctuariser le limageur. Ce qu'on appelle le limageur, c'est ce que j'ai tracé en bleu ciel ici, et c'est vraiment l'ensemble des fonds de vallée. On va zoomer après dans la région de Longré. Donc c'est vraiment quand vous voyez une vallée et puis un fond un peu plus plat autour des cours d'eau, où le cours d'eau est souvent bien cantonné à son lit mineur. En fait, le vrai lit de la rivière, c'est l'ensemble de ce fond plat de vallée, et elle migre naturellement à l'intérieur de ce limage. Et c'est aussi les endroits où en hiver, quand il y a beaucoup d'eau, ces fonds de vallée peuvent naturellement être inondés. Et donc avec ces crues, on a un rechargement en sédiments et en nutriments. Et donc c'est pour ça que ça en fait des sols. Alors là, après je vais laisser les experts parler, je ne vais pas aller très loin sur ce sujet, mais ça en fait des sols particulièrement fertiles et qui sont vraiment rechargés régulièrement. Alors qu'à l'extérieur, si on regarde juste le cycle non vivant, on va avoir plutôt des phénomènes d'érosion et on ne va pas avoir de redépôt de sédiments. Donc là, je vous ai mis à droite, c'est les piézomètres de la région. Les piézomètres, c'est des forages dans lesquels on a mis une sonde et on peut mesurer le niveau de la nappe. Alors, petite digression, vous êtes bien lotis dans ce bassin par rapport à l'ensemble de la Charente et de la Charente-Maritime, où c'est une catastrophe. On arrête de surveiller les nappes, comme ça c'est plus facile pour gérer les stocks. Et par contre, quand même, pour avoir une vision des relations entre les nappes et les rivières, entre les différentes parties de la nappe, on est assez limité. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, je vous ai mis le piézomètre de Villiers-Couture en partie nord-ouest, qui est sur l'axe vertical, et le piézomètre d'Aigre, vraiment à l'aval, en axe horizontal. On ne va pas rentrer dans les détails de ce graphique, chaque point c'est une journée de données quand il y a des données sur les 2 piézomètres. Et là il y a, je ne me souviens plus exactement, mais au moins une dizaine d'années qui sont affichés sur ce graphique. Ce qu'il faut voir, c'est que les points ne sont pas dispersés n'importe comment dans mon graphique. On voit vraiment cette relation en forme de S. Et ce que ça nous dit, en fait, c'est que sur les couleurs, c'est que vers le bleu, on est en fin d'été automne, donc on est au niveau où les nappes sont vraiment minimum. Et ce qu'on voit si on suit une recharge de nappe, par exemple, donc on va partir en bas à gauche, et on a le niveau de la nappe qui va d'abord remonter au niveau d'Aigre, en aval. Et tant que ce niveau n'a pas atteint une certaine cote, donc à peu près 64,7, 64,8, eh bien le haut du bassin ne va pas se recharger. Et il faut vraiment atteindre ce niveau tampon
en fond de vallée, en partie aval, pour que le limageur de la rivière en fait, puisse faire comme un barrage, puisse faire pression pour retenir l'eau plus en amont. Le principe de base de l'hydrologie, il est quand même très simple. L'eau, ça coule du haut vers le bas. Et plus la pente est forte, plus ça coule vite. Donc ce que ça montre là, c'est que dans votre nappe, on a besoin d'abord de réduire la pente pour ensuite pouvoir recharger l'ensemble de la nappe. Donc c'est ce qui se passe quand on suit la tendance et qu'on remonte. Là, on a les deux niveaux de nappe qui remontent ensemble. Et enfin, quand c'est bien rempli en tête de bassin, bon, on peut continuer de remplir en partie aval. Mais voilà, on va avoir ce phénomène de double limitation. Tant que c'est pas rempli en bas, ça ne se remplira pas en haut. Et pour que ça se remplisse bien en bas, il faut que ce soit rempli en haut. Donc on a vraiment la nappe qui est entièrement connectée dans le bassin. Donc là, on zoome. Ah oui, je vais dire où est-ce qu'on va d'abord. On va aller autour un peu du piézomètre de Longré, s'intéresser au limageur vers Longré. Donc là, c'est un zoom sur la ferme de Baptiste et Marina. Je suis désolée, Laurent, Eric, j'ai pas eu le temps de faire des zooms sur les vôtres. Et c'est une partie où j'essaye de travailler un peu et de penser à un autre aménagement du territoire, mais ça, on l'a montré l'année dernière, donc je ne vais pas insister sur cette partie. Donc là, vous avez la vue satellite. Vous voyez qu'on a, à part la petite exploitation de Baptiste et Marina, on a des grandes parcelles à nu, avec très peu de haies, très peu de végétation permanente pour ralentir le ruissellement et favoriser l'infiltration. Et au milieu, on a l'Aume qui passe. Si on regarde, là c'est la topographie, hein, bon, l'échelle est encore mangée, mais vous voyez qu'on a très peu de variations de couleur, on va dire, autour de la rivière de l'Aume, et c'est ça qui fait le limageur. Et dès que la couleur commence à changer un peu brutalement, c'est là que vous avez des reliefs, et là l'eau ne va pas déborder, faire des crues, la rivière ne va pas aller se mettre spontanément à ces endroits. Donc si on trace l'ensemble du limageur dans la région, c'est ce que ça donne. Et vous voyez que ça déborde, enfin, le lim mineur, là où on cantonne la rivière, c'est une partie infime de l'espace général où elle devrait pouvoir évoluer relativement librement et où de toute façon, à un moment, elle évoluera librement, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire avec les précipitations extrêmes qu'on a, voilà, à un moment, elle va reprendre ses droits. Ouais. Il y a une nappe phréatique qui a à peu près cette dimension-là en dessous. Alors là, c'est la nappe alluviale, c'est l'ancien, enfin, à force de bouger dans ce lit, on a une nappe un peu particulière qui est constituée plutôt de sable, de gravier, ce genre de choses, qui ne fait pas forcément tout ensemble. En fait, les deux ne sont pas complètement indépendants. Voilà. Là, c'est vraiment juste la surface qui est assez plane à ce niveau-là. Et dès qu'on sort du limageur, on commence à avoir une pente importante. Voilà, et donc ce que ça donne quand on le regarde concrètement, hein, la partie qu'on voudrait appeler à son... je vais relativiser le terme sanctuarisé juste après. C'est l'ensemble de ce limageur. On a mis sanctuarisé dans les PC-BAC, c'est un terme qu'il faudrait vraiment nuancer, je pense, dedans. Il ne s'agit certainement pas de ne rien faire à l'intérieur. Il s'agit de peut-être arrêter de construire, sauf très temporairement, et puis des bâtiments qui résisteraient à des inondations. Il s'agit d'arrêter de faire des céréales, d'arrêter le drainage, de remettre de la ripisylve, c'est-à-dire la végétation de bord de cours d'eau, et du coup, comme activité humaine, de préconiser d'avoir uniquement des prairies et du maraîchage. Et donc c'est aussi pour ça que le lien avec l'élevage, par rapport à une gestion, enfin ce que personnellement je souhaiterais comme réaménagement du territoire, il est évident, ne serait-ce que pour maintenir ces prairies. Voilà, et juste aussi pour faire un petit lien donc avec l'érosion du sol, pour juste permettre l'enchaînement d'après. C'est que donc on va avoir dans le limageur normalement, vous
voilà, des terres beaucoup plus riches qui sont rechargées régulièrement, alors que hors du lit majeur, on a des reliefs plus importants, et que si on n'a pas une végétation pour retenir le ruissellement et les particules, on va avoir ce qu'on appelle des transferts de sédiments entre le haut et le bas, et on a tout le sol des parties plus élevées qui va partir avec le ruissellement vers le fond de vallée qui n'en a pas tant besoin que ça, puisqu'il y a déjà cette recharge. Donc vraiment, on perd, comme disait Baptiste, ça met des centaines, des milliers d'années à se former un sol, et là on est en train de littéralement l'envoyer à la mer par notre aménagement du territoire. Je pense que après, voilà. Merci Anne. Je trouve que c'est quand même extrêmement éclairant parce que Baptiste nous a exposé les stratégies un peu globales à l'échelle du territoire et un peu au-delà de ce qu'il fallait mettre en place. Et on voit très bien quand on se rapproche vraiment des caractéristiques même du milieu et du territoire, l'intérêt que ça peut avoir d'avoir des pratiques effectivement adaptées. Alors on dit souvent vertueuses, je ne sais pas comment on le qualifie autrement, parce que c'est un peu ça quand même. Hein. Et on voit très bien qu'effectivement, ces deux dernières slides là, montrent très bien qu'effectivement, si... Alors c'est pas la fin du forum, hein, c'est un truc qu'on a travaillé depuis plusieurs années, mais ça commence trop tôt. Et là, on ne maîtrise pas du tout. Non, mais ce qui est très clair, c'est que, je l'ai dit dans la présentation, le milieu pour nous, c'est l'alpha et l'oméga hein, sur le bassin de l'Homme-Couture, mais le milieu se limite évidemment pas au lit majeur des rivières et des ruisseaux. Les terrains qui sont un peu sur les hauts, comme on dit, bah effectivement l'altération qui est en place avec l'arrachage des haies, parce que n'oublions pas que c'est un territoire qui a complètement été artificialisé. On le répète tous les ans à l'occasion du forum, mais il faut le redire, à partir du milieu des années 50 jusqu'à la fin des années 70, c'est un territoire qui a été complètement modifié de la main de l'homme. Les haies ont été arrachées, on a dessiné ces grandes parcelles que vous voyez, qui sont absolument pas pertinentes et où l'érosion est à la fois l'hiver par ruissellement et en plein été avec le vent. Et si à l'époque des Smith colza, là, quand vous voyez quand ils sont en train début août là, ou 15 août en train de semer le colza, c'est des nuages de poussière. Là vous perdez des fois 7 à 8 tonnes de matière organique à l'hectare rien qu'avec dans le lit du vent. Quoi, hein. Donc c'est des terrains totalement altérés et il faut travailler à l'échelle effectivement de la totalité du territoire. Bon, ce que je propose, c'est qu'on va vous donner un petit break de 5 minutes, pas plus. Hein. Aller aux toilettes, fumer un clope pour les malades, là. Et après, on va passer au témoignage. Donc, on a la chance d'avoir Eric, Laurent et Baptiste qui vont expliquer leurs pratiques. Hein. Et puis, on va essayer de faire un ping-pong aussi avec la SAP. Puisque je pense que vous avez des questions précises à poser à chacun. Bon, à tout de suite. Soyez courts. De toute façon, je vais aboyer. Hein.